butte ou une colline, un terrain plat ou à découvert un cercle entourant les jeunes. Dans les deux cas, les adultes se positionnent devant, prêts à charger, ce que les mâles vont faire fréquemment pour repousser les prédateurs et les encorner par la même occasion. Ils aussi veulent un repas pour qu'il soit rapide, qu'ils réussissent à isoler un individu plus faible, avant même que le moyen de défense soit mis en place, sinon ils restent sur leur faim. Mais un homme armé d'un fusil s'avère autrement plus dangereux. Heureusement, nous les protégeons et nous le faisons depuis 1910. Je crois que le mâle dominant vient d'arriver et je crois que vous sentez des petites odeurs en ce moment. C'est probablement éloigné pour chasser l'autre mâle. Celui de gauche, il essaie beaucoup de se rapprocher des femelles. Celui sur la butte, un peu moins. Puis celui qu'on a vu tout à l'heure, encore moins. Leurs cornes offusquées sont kératinisées. Celles des mâles vont aller jusqu'à se rejoindre sur le front et se souder ensemble. Ils ont une grosseur. Ça peut faire jusqu'à 10 cm d'épaisseur sur leur front. Et quand ils veulent se faire une harpe de femelle, ils s'affrontent en se fonçant l'un sur l'autre, corne contre corne. Et c'est ce qui laisse des cicatrices sur leur corps. Maintenant, ils peuvent foncer sur un arbre, foncer sur d'autres choses aussi pour montrer leur force. L'ours sur la gauche, une autre de nos femelles. Vous les trouvez pas trop gras, nos ours, il faut surtout pas, c'est important pour eux d'acquérir une bonne couche de graisse. Ici, du printemps à l'automne, ils en accumulent du gras et le plus possible, et en nature au printemps, de la survie. Ils vont donc avoir à parfaire plutôt leur réserve de gras, rendus à l'automne plus longtemps, et ils vont s'endormir plus tard que les autres. L'hiver, cette couche de graisse leur sert de réserve de crédit. Ceci pendant leur long sommeil qu'on appelle l'hibernation. Maintenant, à l'avant, il y a plein de signes de présence animale. J'en parle, mais je ne m'y attarde pas trop. J'ai un problème avec le temps, moi, il me file entre les doigts. Il va falloir que j'accélère à un moment donné. Trop de belles choses. Vous pourriez remarquer un sentier côté droit, utilisé par des ours, entre autres, et remarquer un signe de présence dont je vous ai déjà parlé. Il est sous les conifères. Et je vous ai parlé de ce signe de présence tout à l'heure quand on était à proximité des loups et de la moutonne. Il y a une tanière aussi côté droit, à l'avant, dans le haut de la pente. Vous n'aurez pas de misère à la repérer si il y a le tas de terre ou de sable. Une tanière utilisée principalement par les femelles. Les mâles marquent leur territoire à coups de griffes sur les arbres. À cet endroit, j'en ai pas spécialement remarqué. Mais vous pourriez remarquer quand même sur des épinettes noires des frottements qui ont été faits principalement par des cervidés qui ont frotté leur peau. Il y a quand même longtemps, pour ceux qui sont pas possibles, de la tanière. Souvent, elles sont comme celles-ci, dans des pentes et dans des sols sablonneux, car c'est bien pour l'irrigation, mais ce n'est pas obligé. Ça peut aussi être installé sous une souche, une racine, un arbre mort, des rochers. Un ours qui trouve une cavité naturelle comme une caverne, c'est aussi. Les ours hibernent dans des tanières durant tout l'hiver. Les femelles y mettent bas vers le mois de janvier ou de février. Donc les petits oursons, ça en plein cœur de l'hiver, bien au chaud dans la fourrure de leur nappe. Quelques chicots, troués comme des passoires côté gauche. L'œuvre de piquois. Il y a 7 espèces de piquois qui circulent ou nichent dans les sentiers de la nature. Une bonne biodiversité. Encore une tanière, maintenant côté droit à hauteur de vos yeux, encadrée cette fois-ci de 2 talles de bouleau à papier ou de bouleau blanc, griffé. Vous êtes juste de côté maintenant. Les marques de griffes sont bien visibles. Et elle est là depuis longtemps, cette tanière qui est énorme, elle resserre fréquemment, mais pas tous les ans. Surtout, cette fois-ci, utilisée par de gros mâles, ils ont marqué leur territoire. Mais à ma connaissance, une femelle accompagnée de jeunes oursons, dès l'hiver précédent, qui a hiberné ces dernières années aussi. L'année dernière, c'est un mâle qui l'a utilisé. Le pont de bois côté gauche, nous allons traverser. Et si vous n'êtes pas très rassuré, vous avez encore le temps de faire une courte prière. Tout
conifères, quand elles sont bien construites, elles peuvent servir, entre autres, parce qu'elles ne sont pas souillées d'excréments. Un peu avant d'hiberner, les ours cessent de s'alimenter, se forment un bouchon à l'extrémité de leur intestin et ne perdent qu'au printemps suivant, quand ils sortent de la tanière, ils recommencent à manger. Attention à tous ceux qui ont le cœur fragile ou qui ont peur du début. Nous allons maintenant franchir le ravin qui longe les cascades de la rivière au saumon. Soyez sans crainte. Le grand Tracel, 75 mètres de longueur par 25 mètres de haut, a déjà fait ses preuves, et 2 fois plutôt qu'une. Les Tracels, ou ponts à chevalet, sont l'un des exploits d'ingénierie nés de la construction du chemin de fer au 19e siècle. Fabriqués avec des arbres coupés le long des voies ferrées, ces viaducs permettaient de franchir ravins et rivières en un temps record. Ce n'est que lorsque la ligne de chemin de fer était terminée et rentable qu'on remplaçait le Tracel par un pont d'acier. La construction du chemin de fer pan-canadien, long de plus de 6000 km, marque le début du Canada moderne. Grâce à lui, tout prend un rythme nouveau, rapide, enlevant. Le canard colvert sur le landau de gauche. C'est le plus connu et le plus répandu de tous les canards du monde, à l'origine aussi de plusieurs espèces de canards domestiques. On n'en avait pas au Québec autrefois, c'est le déboisement au profit de l'agriculture qui a favorisé leur essor dans l'est du pays. En Amérique du Nord, sont originaires de Brest. Et vous allez revoir un ours noir, côté gauche également. À l'allure, c'est peut-être pas une jeunesse. Et c'est peut-être une femelle qui est à l'avant de moi. On va vérifier. Et effectivement, une de nos vieilles femelles. En mai 1870, le pourtour du lac Saint-Jean est frappé d'incendie. De Saint-Félicien jusqu'à Chicoutimi-Nord, soit 160 km de distance, les forêts, les champs, les maisons et les granges sont rasées. C'est la dévastation. Mais la nature se prépare déjà à renaître. Avec en prime une surprise de taille, le bleuet. Cette petite baie indigène prolifère très vite dans la région incendiée et laisse un héritage écologique qui fait encore aujourd'hui le délice des plus gourmands. Chaque année, il y a plus de 9000 feux de forêt au Canada. Les feux de forêt détruisent la faune et la flore. Ils réduisent ensemble des milliers d'hectares de bois d'œuvre et menacent des vies. Mais d'un point de vue écologique, ces feux sont nécessaires à la santé des écosystèmes. Aussi surprenant que ça puisse paraître, le feu permet à la forêt boréale de se régénérer de façon naturelle et d'assurer son existence à long terme. Après un incendie, certaines espèces repoussent naturellement. C'est le cas de l'épinette noire, du bouleau blanc. Le peuplier fautrante, lui, crée de nouvelles tiges à partir de ses racines. Pour le pin gris, c'est une reproduction accélérée qui commence, puisque la chaleur permet l'ouverture simultanée de milliers de cônes recouverts de résidus. On a vu quelques vieux ours, c'est rare en nature. Quand on est plus vieux, on est moins rapide. Et puis un herbivore qui est moins rapide devient une proie. Un carnivore qui n'est plus assez rapide pour en rattraper souffre de la faim. S'il n'a plus ses canines, il n'est même plus capable de déchiqueter sa viande. Puis l'omnivore de grande taille, qui n'a pas vraiment de prédateur, s'en tire mieux. N'empêche qu'en vieillissant, on peut devenir un peu sourd, avoir la vue qui baisse. Ça veut dire aussi risquer de se faire surprendre plus facilement.
par des prédateurs, mais aussi des chasseurs et des braconniers. Et de ce côté, l'ours ne s'en tire pas nécessairement mieux que d'autres espèces. D'ailleurs, il est braconnier pour sa vésicule biliaire. En fait, tous les ours dans le monde le sont. Et c'est que ce produit entre dans la pharmacopée chinoise. On sera bientôt dans les prairies, nous devrions revoir des petits rongeurs. On aura peut-être la chance de voir d'autres bêtes aussi. Autrefois, il y avait beaucoup de bisons dans les grandes plaines de l'Ouest. Avant l'arrivée de l'homme blanc en Amérique, entre 40 et 60 millions. Mais vers 1893, l'année où on a décidé qu'on sauvait les bisons, il n'en restait plus beaucoup. Quelques centaines de bisons des bois, environ 1 millier de bisons des plaines. Une des espèces de mammifères terrestres à avoir frôlé du plus près l'extinction. Ils ont été chassés pour leur peau à l'aube de leur industriel. Ça leur a beaucoup servi à faire des courroies pour la machinerie. Leur chair, elle a nourri les travailleurs du chemin de fer, ceux qui ont construit les grandes voies transcontinentales, qui ont traversé de bord en bord l'Amérique du Nord. Avec leurs os, on a fait de l'engrais et malheureusement, les a chassés aussi dans le circuit de la famille, les Amérindiens. Pour l'instant, on revoit une de nos vieilles femelles ours. Si vous vous demandez comment est-ce que je fais pour reconnaître mâles et femelles, les mâles sont plus longs que les femelles. Du moins, quand ils sont plus vieux, c'est évident. Mais il y a toujours des doutes des fois pour certaines femelles. Ceci, il n'y en avait pas, il est très court. Les jeunes ont tendance à être plus élancés, particulièrement en nature. Les nôtres sont peut-être un peu plus graves en nature. Les femelles ont généralement une face plus fine, mais ça, c'est généralement. J'avoue qu'ici, je les reconnais individuellement. Mais j'ai un avantage sur vous. Pour la plupart, je les ai vus naître et grandir. On n'oubliera pas nos petits rongeurs maintenant. Les monticules de terre, leur servant de poste de guet, servent aussi de digue pour empêcher l'eau d'entrer dans les terriers et s'en marque l'entrée. Maintenant, je revois les pluviers qui tirent. On en voit entre autres côté gauche. Il niche au sol, cet oiseau de rivage. Parfois loin des points d'eau, il y en a ce côté droit aussi. Et il peut même faire semblant d'avoir une aile blessée s'il a des oisillons à protéger. Pour ce qui est de nos chiens de prairie, il devrait y en avoir. Oui, il y en a un qui sort la museau ou la tête, côté gauche, tout près de vous. Donc, il devrait y en avoir de visibles. On surveille attentivement. À l'intérieur de leur terrier, il y a plusieurs chambres à coucher, toilettes, la cuisine et les dehors. Ils se nourrissent de plantes herbacées, de quelques insectes, ils se passent d'eau, ils trouvent toutes celles dont ils ont besoin dans les plantes vertes qu'ils consomment. La plupart de leurs terriers sont reliés entre eux par un réseau de tunnels et on a ici à 3 ou 4 mètres en profondeur une véritable ville souterraine pour chiens de prairie. Une ville qui a ses quartiers, ses maisons aussi, car les terriers relient les uns aux autres. Ce sont ceux des individus qui font partie d'une même coterie, d'un même regroupement social dont on est un chien de prairie. Et est-ce que vous trouvez que ces petits rongeurs ressemblent à des chiens? Pas vraiment, hein? Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle les chiens de prairie? À cause d'un de leurs cris qui lui ressemble à un aboiement. Le Klondike, promesse de richesse et de prospérité. Il n'est pas très Depuis visible, mais il est là. 1850, l'Ouest succombe à la fièvre de l'or. Des centaines de petites communautés se développent. Plusieurs activités économiques en profitent. Entre autres, l'élevage de bétail. Cette époque marque la naissance des ranchs. Quelques-uns de ces ranchs sont de véritables empires. Ils s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés. D'autres, plus modestes, un peu comme celui que vous voyez ici, ressemblent à des fermettes familiales. On y fait l'élevage de bovins ou de moutons et la culture des céréales et des plantes fourragères. Plutôt que de mettre tous leurs œufs dans le même panier, plusieurs colons préfèrent diversifier leurs activités. Le peuplement de l'Ouest canadien contribue grandement à l'essor de l'économie nationale, mais évidemment, l'occupation très rapide du territoire exerce une pression sur l'environnement. L'élevage entraîne une exploitation intense des prairies naturelles et la concurrence entre le bétail et les espèces sauvages qui se nourrissent aussi dans les pâturages. Parlons de bétail, côté droit, des vaches à longue corne.
Leurs cornes poseront toute leur vie et deviennent très longues, ce qui est à l'origine de leur nom. Surtout que mâles et femelles ont des cornes